Éclairer le deuil, un projet réalisé par le laboratoire d'expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique, en collaboration avec le réseau d'éclaireurs et l'organisme Deuil 02. Bienvenue dans cette série de capsules qui vise à enrichir notre compréhension de la mort et du deuil. En compagnie de différents invités, on va discuter des façons concrètes de soutenir dans leur quotidien des personnes confrontées à un deuil. Je m'appelle Anne et je vais être votre animatrice pour cet épisode et les suivants. Aujourd'hui, nous allons définir le deuil et discuter de ce qui a mené à la création de cette série de capsules. Pour parler de ce sujet, je suis accompagnée de Jacques Charblanc, qui est non seulement professeur et chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi, mais aussi l'instigateur de ce projet. Tout d'abord, bonjour Jacques, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci Anne et bonjour. Vous menez différentes recherches sur le deuil et vous vous impliquez dans l'organisme Deuil 02, qui vise à soutenir des personnes endeuillées. À travers votre expérience, comment est-ce que vous définiriez le deuil? Alors c'est une grande question. Dans le fond, en principe, en général, là, quand je parle du deuil, je commence par dire que c'est compliqué en français parce qu'on a un seul mot pour parler de trois choses. En anglais, il y a trois termes là, pour parler du deuil. On peut dire que le deuil, déjà, c'est un statut, c'est un état en fait. Donc je suis en deuil, je suis veuf, ma femme est décédée. Donc je suis en deuil. Dans le fond, c'est un statut, c'est un élément socialement reconnaissable. Ensuite, peut-être la chose qu'on utilise le plus souvent dans le vocabulaire courant, c'est le processus d'adaptation à la perte d'une personne proche, qui est marqué par la tristesse, par le chagrin, par la douleur. Donc je vis un deuil. Donc c'est quelque chose que, au plan émotif, au plan sentimental, je ressens. Donc une dimension plus psychologique. Puis la troisième chose dans le deuil, c'est des actions, notamment rituelles et symboliques, qu'on fait pour marquer le nouveau statut et pour marquer aussi le chagrin et la tristesse. Donc c'est quand on dit qu'on fait son deuil ou qu'on porte le deuil. Donc dans le langage courant, c'est le sens plus psychologique qui a pris le dessus. Donc celui du chagrin, mais c'est intéressant de savoir qu'au 19e siècle, c'était pas ça. Quand on parlait du deuil, on pensait plutôt au fait de porter le deuil. Donc tous les vêtements, toutes les règles sociales d'isolement, de rituels hein, qu'il fallait réaliser pour faire son deuil. Donc pour répondre simplement, je dirais qu'aujourd'hui, le deuil, c'est le processus d'adaptation à la perte d'un objet d'attachement. Ça peut être un décès, mais ça peut être aussi autre chose, hein. On peut perdre sa maison, on peut perdre son pays, on peut perdre le sentiment de sécurité. Bref, tout ce à quoi on pouvait tenir, on peut le perdre et ça, on peut vivre un deuil par rapport à cela. Donc, à ce titre, on vit des deuils constamment dans notre vie, là, quand on change d'école, quand on change de milieu, quand on change d'amis, etc. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le deuil, donc, c'est un processus qui n'a pas de fin en tant que tel. Donc, souvent, on pense que le deuil, ça a un début et ça a une fin. C'est rassurant de penser cela, mais selon le terme qu'on utilise, hein, si on utilise le chagrin, bien sûr que le chagrin va finir par s'atténuer. Mais sinon, le fait d'être endeuillé de son épouse, par exemple, ça n'a pas de fin. C'est intéressant, ça va aussi avec le mythe qu'on a que le deuil doit prendre fin à quelque part. Ça m'amène à vous demander, c'est quoi les mythes les plus largement véhiculés dans la société à propos du deuil? Très bonne question. Alors, il y a beaucoup de mythes hein, par rapport au deuil. Donc, dans le fond, si on définit le mythe là, comme des éléments de croyance, mais qui ne sont pas avérés scientifiquement, hein. Je dirais que le premier mythe, bon, ben, c'est celui que le deuil, c'est un truc psychologique. Donc, c'est pas quelque chose de social, mais c'est quelque chose d'intérieur. Donc ça, on sait que c'est pas vrai. On sait que historiquement, c'était pas vrai. Historiquement, le deuil, c'était quelque chose qui était partagé socialement. Quand on vivait une perte, en particulier d'une personne significative, ben, on était entouré. Il y avait toutes sortes de règles à respecter. Donc ces règles, on pouvait les trouver un petit peu contraignantes, mais en même temps, ça plaçait un cadre pour partager avec d'autres ce qu'on vivait. Donc le deuil, c'est pas quelque chose de seulement psychologique. Ensuite, quand on parle du deuil, un truc qui m'énerve souvent, c'est les fameuses étapes du deuil. Donc pour certaines personnes, c'est aidant là, de penser qu'il y a des étapes, de penser que donc on passe du choc au déni, évitement, etc. Et puis que finalement, on arrive à une croissance par la suite ou à un état de mieux-être.
Dans le fond, c'est intéressant pour ces personnes-là, mais pour les autres, ça met une sacrée pression, en fait. Pour les personnes qui ne rencontrent pas ces étapes-là, dans cet ordre ou dans un autre, on peut se faire refléter. C'est pas normal, tu n'as pas eu de colère, ça va te repopper dans la face dans quelques mois, dans quelques années. Vis ta colère, mais j'en ai pas. En fait. Donc ces fameuses étapes, on sait qu'elles ne sont pas avérées. Là, il y a à peu près entre 5 et 15% des personnes là, qui vivent ces étapes, et même pas dans cet ordre-là. La seule chose qu'on sait que tout le monde vit, c'est la tristesse et le chagrin. Ça, c'est certain. Pour le reste, les étapes, dans le fond, elles n'existent pas. D'ailleurs, les étapes, elles n'ont jamais vraiment existé parce que même quand elles ont été conçues donc par Elisabeth Kubler-Ross, c'était pas pour parler du deuil suite à un décès, mais c'était pour parler de l'acceptation de sa fin de vie. Donc, quand on se faisait présenter un diagnostic qui amenait la fin de vie, elle constatait dans sa clinique là, qu'on vivait ces étapes. Donc, je dirais que les étapes du deuil, ça fait partie des mythes là, qui m'énervent quotidiennement. Aussi, quand on dit que le deuil, c'est de couper les liens. Donc ça, c'est très ancien, en fait. Hein, c'est toute la psychanalyse repose sur cette idée qui a été très bien résumée d'ailleurs par le fait que le travail de deuil, c'est de tuer le mort. Donc c'est de couper les liens d'attachement, couper l'investissement émotif qu'on pouvait avoir avec la personne décédée. Il y a des gens pour qui c'est ça, mais il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas ça le deuil. C'est transformer la relation avec la personne défunte. On va continuer d'avoir une relation avec la personne défunte. On va continuer d'avoir un lien d'attachement avec la personne défunte. Puis c'est positif. La personne nous dit que ça lui fait du bien. Alors il y a des choses qui sont très acceptées, comme de penser à la personne défunte. Ça, c'est pas grave. Le fait de lui rendre hommage ou d'aller au cimetière, par exemple, des choses comme ça. Puis il y a des choses qui sont plus dérangeantes socialement, comme de rêver de la personne défunte. Que la personne défunte nous passe des messages dans ses rêves, qu'on voit des signes dans la nature, par exemple. Donc c'est tout ce qu'on appelle les liens continus. Ces liens continus, ils sont documentés et ils font partie de pratiques normales de deuil. Et les personnes ne vivent pas plus mal que d'autres. Donc il ne s'agit pas de se dire qu'il faut forcément couper les liens pour faire son deuil. Donc je dirais que c'est pas mal ça, puis l'idée que le deuil c'est forcément douloureux. Le deuil, il y a des moments de chagrin, il y a des moments de joie aussi, puis c'est correct. Le fait de passer d'une émotion à une autre, d'un sentiment à un autre, c'est tout à fait normal. Donc voilà, puis il y en a plein d'autres, mais bon. Quels sont les enjeux qui sont liés au deuil aujourd'hui? Alors il y a toutes sortes d'enjeux. Dans le fond, je dirais que... donc moi je suis sociologue anthropologue. Je considère que le principal enjeu, il est social, c'est l'individualisme, dans le fond. Le fait que quand on vit un deuil, on ne reçoit pas ou plus de soutien social. Donc quand on vit un deuil, on ne reçoit plus de soutien social. Historiquement, dans le fond, le fait de vivre un deuil, ça a amené un resserrement, on retissait serrer les liens communautaires au plan familial, au plan du voisinage, au plan de la communauté et même de la société. Aujourd'hui, on ne retrouve plus ça. On retrouve ça pour différentes raisons. On peut parler de l'accélération du temps, donc qui est très documentée. Tout va de plus en plus vite. La mort, c'est quelque chose qui prend du temps. La fin de vie, c'est quelque chose qui prend du temps. Et le deuil, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, c'est des éléments qui ne sont pas reconnus et qui vont à contre-courant, dans le fond, de la société contemporaine. Donc ça, c'est un gros enjeu pour permettre de vivre son deuil de façon positive, de façon aidante. Le manque de rites aussi, qui vient avec le manque de temps. Donc les rites, ça sert à quoi? Ça sert à agir la mort. Comment est-ce qu'on peut agir la mort? Dans le fond, c'est de lui donner une forme qui utilise des symboles, parce que les symboles, c'est pratique, ça dit des choses, et ça dit des choses qu'on ne peut pas dire avec des mots, qui dépassent le sens des mots. Les symboles, ça sert aussi à dire le tout et son contraire, et la mort, c'est ça. Le deuil aussi, le deuil, c'est une ambivalence, et la mort, c'est une ambivalence, c'est l'absence de vie. Quand on a dit ça,
ne sait pas trop quoi dire. Puis la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui s'opposent à la mort. Donc, vous voyez, on n'avance pas beaucoup. Puis les symboles, ça sert à manifester ça, à agir cette ambivalence-là. Donc, je dirais que le manque de rite, c'est aussi un enjeu lié au manque de temps, lié à l'individualisme, je dirais. Et puis aussi, on manque de symboles. Donc, pour concevoir la mort de façon ambivalente, aujourd'hui, on veut tout rationaliser, on veut tout organiser dans des cases. Puis le deuil, ça ne rentre pas dans ces cases-là. Quand on dit aux gens que les étapes du deuil n'existent pas, ça crée un vertige. Puis, moi, je dirais que c'est rassurant parce que c'est dans ce vertige qu'on peut trouver sa place, dans le fond. Si on essaye de rentrer dans les étapes du deuil, on retombe dans une dynamique de performance. OK, il faut que je réussisse mon deuil aussi, comme je réussis le reste de ma vie, comme il faut que je réussisse le reste de ma vie. Dans le fond, c'est un petit peu dommage. Et puis surtout, c'est pas efficient, quoi. Donc, je dirais que dans les enjeux, là, ils sont très certainement sociaux. Dans le fond, qu'on vit dans une société où il n'y a pas de place ni de moyens de manifester son deuil, de le partager avec d'autres, en fait. Maintenant que nous avons mis la table sur ce qu'est le deuil, ses enjeux et ses mythes, j'aimerais que vous nous expliquiez la raison d'être de ce projet audio. Eh bien, dans le fond, ça part de ces constats concernant le manque de connaissances, en fait, là, sur ce que c'est que le deuil, et puis sur ce qui peut être aidant ou au contraire ce qui peut être nuisible à un deuil. Tout le monde vit des deuils, que ce soit, dans le fond, des deuils importants, des deuils très significatifs, qui peuvent être traumatiques, ou des deuils peut-être plus subtils, des changements, par exemple, le deuil de sa santé, de ses capacités physiques. Donc si on est musicien, par exemple, puis qu'on se rend compte qu'on ne pourra jamais exercer la profession dont on a rêvé parce qu'on a des enjeux liés à des problèmes au bras, au dos, etc. On doit vivre des deuils qui peuvent être très importants, finalement, sans qu'il y ait décès de qui que ce soit. Donc on vit tous des deuils, on les vit continuellement. Et ces deuils-là, on ne sait plus comment les gérer soi-même, on ne sait plus comment y faire face soi-même, et les personnes autour de nous ne savent pas comment nous accompagner. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'on nous a désappris à vivre la mort et le deuil. Historiquement, ça se passait en famille, donc il n'y avait pas d'apprentissage formel, on observait ce qui se passait quand il y avait une perte. Ça pouvait être la perte d'une personne significative, un décès dans la maison, le décès de la grand-mère, du grand-père, d'un enfant en bas âge, d'un animal, d'une récolte. On pouvait perdre la récolte, ce qui allait entraîner toutes sortes d'autres problèmes par la suite. Donc on vivait le deuil, on observait et on savait un peu comment se comporter. Cet enseignement sur le deuil ensuite a été, je dirais, formalisé, il a pu être enseigné en milieu scolaire. Donc comment est-ce qu'on porte le deuil quand on est bien élevé, par exemple. Donc ça, c'est tous des cadres qui étaient imposés par la société dans laquelle on vivait et qui pouvaient quand même être aidants pour le deuil. Aujourd'hui, on a toujours des normes, je vous le disais tout à l'heure, le deuil, ça prend du temps, c'est compliqué, ça nuit à la production, ça nuit à la performance. Ces normes-là, on ne les remet pas en question, mais on vit avec elles. Donc, face à cette situation, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans ma modeste mesure? Et puis donc, j'ai eu l'idée de promouvoir une littératie de la fin de vie, de la mort et du deuil. Donc, simplement de réenseigner aux gens ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites le deuil? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Donc, de le conscientiser, de leur apprendre ce qu'ils font, de leur faire prendre conscience de ce qu'ils font. Et puis, de ce qui peut être aidant. Alors, donc, d'aller chercher des personnes qui ont vécu des deuils, d'aller chercher des personnes qui accompagnent des personnes endeuillées pour voir, bon, qu'est-ce qui vous aide et au contraire, qu'est-ce qui nuit. Alors, ce n'est pas des choses très complexes, en fait. Ce qui ressort là de la littérature sur le deuil, en gros, c'est d'être présent. Donc, quand vous vivez un deuil, c'est d'être présent à vous-même. Donc, d'être attentif à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, quels sont vos besoins qui fluctuent comme n'importe quand.
mais en période de deuil, ça peut aller de l'envie de sortir et de se défouler et de faire le fou à l'envie de se réfugier en petite boule au fond des bois. Donc c'est d'être attentif à ça. Et aux personnes qui accompagnent ou qui entourent, c'est d'être présent aussi. Puis d'être présent, c'est dans le fond d'avoir l'oreille pleinement ouverte, sans jugement, à ce que vit la personne endeuillée, puis de lui montrer qu'on est présent, qu'on est là. Euh, et je dirais historiquement, l'accompagnement social qu'on pouvait offrir aux personnes endeuillées, il était tout de suite, il était continu, et ensuite il était régulier. Donc il y avait des normes sociales qui disaient, bon, au bout de 40 jours, à nouveau, on reparle du défunt, on reparle du deuil. Un an après, on reparle du défunt, etc. Et il y avait des règles aussi sur le port des vêtements. Comment se comporter quand on vivait un deuil, selon qu'on était une femme, selon qu'on était un homme, etc. Et donc tous ces éléments-là, aujourd'hui, on ne les a plus. Ce qui fait qu'on n'a plus de manifestation. Quand on est extérieur au deuil, est-ce que je dois aller voir la personne? Est-ce que je dois lui parler? Est-ce que je dois lui dire que je sais qu'elle vit un deuil? Est-ce que ça va aider ou pas? Donc tous ces éléments-là, dans le fond, on ne sait plus. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quand une personne vit un deuil, on la laisse tranquille. Je vais la laisser tranquille. Je vais lui laisser se reprendre, la laisser se reprendre, etc. Et on va juger. On va dire, bon, elle rentre au travail trop tôt, ou elle rentre au travail trop tard. Ou ben là, ça fait longtemps, elle devrait être passée à autre chose. Ou ben là, elle est passée à autre chose trop vite. Donc on est vraiment dans une situation extérieure et jugeante, alors que, dans le fond, ce qu'on devrait faire, c'est le contraire. C'est d'être très présent, très à l'écoute et non jugeant. Dans le fond, chaque deuil est unique. Tout le monde vit son deuil différemment. Et ce n'est pas parce que vous avez tous les deux vécu le deuil de votre mère que vous allez vivre le même deuil. Par contre, tous les deux, vous allez avoir besoin de sentir que vous êtes entouré, que vous êtes écouté et que vous êtes compris aussi. Dans le fond, c'est d'essayer de contribuer dans le fond, à réapprendre aux gens comment on vit une fin de vie, la mort et le deuil. Pouvez-vous nous parler des thématiques qu'on va aborder dans cette série et nous présenter brièvement les invités qui vont s'entretenir avec nous? On a des personnes qui sont des professeurs, on a des personnes qui sont des endeuillés, on a des personnes qui ont mis en place des organismes d'aide aux personnes endeuillées. On en a d'autres qui contribuent d'autres manières à aider les personnes endeuillées en contribuant par des documentaires ou des choses comme ça. Donc c'est tous des gens pour qui ont vécu des pertes ou qui accompagnent des personnes qui vivent des pertes significatives. Donc par exemple, on a Annie Grondin qui va nous parler du deuil périnatal, donc de la perte d'un bébé autour de la naissance, donc avant, pendant ou après la naissance, et puis de ce qui peut être aidant et au contraire de ce qui peut être vraiment pas aidant quand on vit ces moments-là. On a également Émilie Tessier qui va nous parler du deuil chez les enfants et chez les jeunes, donc avec l'organisme Deuil Jeunesse. Toutes leurs compétences et toutes leurs connaissances, Émilie va nous en partager quelques portions. À l'autre extrême, dans le fond, du spectre de la vie, on a Martine Roy, donc, qui est docteur ici à la maison de soins palliatifs, qui est directrice clinique à la maison de soins palliatifs du Saguenay, et qui va tenter de démystifier les soins palliatifs. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en soins palliatifs? Pourquoi on reçoit des soins palliatifs? Puis distinguer aussi soins palliatifs, soins de fin de vie, aide médicale à mourir. On a Chantal Simard, donc, qui est prof, qui est ma collègue, qui est en sciences infirmières et qui va nous parler de la résilience. Donc comment est-ce qu'on fait face à la fin de vie, à la mort et au deuil, et comment est-ce qu'on peut y faire face de façon forte. Qu'est-ce que la fin de vie, la mort et le deuil peuvent nous apprendre sur nous-mêmes également. Et puis finalement, on a un merveilleux panel de personnes endeuillées, donc avec Jordan, Nathalie, Stéphanie, José et Jennifer, qui vont nous parler de leur expérience de deuil d'un conjoint ou d'une conjointe. J'adore les écouter parler parce que chacune de ces personnes a une expérience différente du deuil d'un conjoint ou d'une conjointe, mais tous se comprennent en fait, parce qu'ils ont vécu les mêmes jugements
sociaux. Ils ont vécu, dans le fond, les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Et ils ont tous quelque chose de très pertinent à nous apprendre sur soi-même, si on doit vivre la mort d'un conjoint, ou si on connaît quelqu'un qui a vécu la mort d'un conjoint, qu'est-ce qu'on devrait faire et qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire aussi. Et puis finalement, peut-être vous parler d'un autre sujet qui va être enregistré avec Louise Lénès, qui va nous parler de la perspective historique du deuil au siècle dernier. Donc comment est-ce qu'on vivait le deuil au siècle dernier au Québec? Et puis comment est-ce qu'on l'apprenait à vivre ce deuil, donc même dans les manuels scolaires? Et puis quelles influences est-ce que ça a conservé aujourd'hui et à l'inverse, là, comment est-ce qu'on s'est vraiment éloigné de ces sagesses-là? C'est un beau programme. Exactement. J'aimerais terminer en vous posant une question que je pose et que je vais poser à tous nos invités à la fin de l'entrevue. C'est s'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer aux personnes qui sont en deuil ou à celles qui les accompagnent, ce serait lequel? Bon, alors ce que je répète à satiété et davantage, c'est que chaque deuil est unique. Chaque société a ses normes qui peuvent être utiles ou nuisibles à l'adaptation à la perte. Aujourd'hui, dans notre société, le deuil est caché, il est intimisé, donc il est rendu dans la sphère vraiment intime et même intérieure de la personne. Donc il revient à nous, chacun, chacune, de le resocialiser, de le partager de nouveau, parce que ce qu'on partage devient moins lourd, et en plus, le fait de partager, ça renforce les liens. Merci Jacques de nous avoir donné un aperçu de ce qui nous attendait dans cette série. On espère sincèrement que cette série vous offrira des outils pour vivre votre deuil ou pour accompagner quelqu'un en deuil. Vous pouvez découvrir nos autres épisodes qui vont être disponibles sur le site du laboratoire d'expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique. Merci Jacques. Merci Anne.